plus que jamais, la France a besoin de ces multinationales. Pourtant, celles-ci n'ont pas forcément bonne presse. On les dit détachées des réalités du territoire national. On les encourage à aller chercher au grand large la croissance qu'elles peinent à trouver en France. Tout cela n'est pas forcément faux. Mais l'économie française ne peut pas se passer d'elle. Reste à savoir maintenant comment les mettre au service de l'intérêt national en ne leur coupant pas les ailes. Le respect de la libre entreprise doit être un principe intangible de toute économie d'une nation démocratique moderne. Toutefois, la mobilisation de toutes les forces vives est aujourd'hui la condition sine qua non pour retrouver une croissance plus forte et surtout plus équilibrée. Mais quelles sont donc les caractéristiques de ces multinationales sur lesquelles la France doit aujourd'hui s'appuyer ? Première particularité, elles sont nombreuses et surreprésentées dans le concert économique mondial. La France compte régulièrement environ 40 groupes dans le top 500 mondial par le chiffre d'affaires. Il n'y a guère que les Américains, les Japonais et les Chinois pour nous devancer. Deuxième spécificité des multinationales hexagonales, elles opèrent dans des domaines d'activité qui sont très divers. De fait, le classement global 500 de Forbes en 2010 recense 39 entreprises françaises présentes dans 18 secteurs d'activité. C'est autant que les États-Unis, certes, mais les États-Unis comptent 139 entreprises dans ce même classement. Il ne faut pas s'y tromper, on retrouve dans les grandes entreprises tricolores une partie de l'ADN de leur pays d'origine. De fait, la diversité des spécialisations des grandes firmes françaises renvoie au modèle généraliste de notre économie. L'examen du top 20 des entreprises hexagonales est instructif. Il nous apprend que seuls 15% de nos 20 leaders sont issus de la branche manufacturière, soit 10 points de moins que les activités financières. Le modèle des grandes firmes françaises repose aussi sur les services collectifs, un secteur dans lequel les multinationales disposent de vrais atouts avec l'énergie, mais aussi avec le système de la délégation de services publics qui a permis l'émergence de géants, Veolia ou encore GDF Suez, dotés d'une surface financière ou d'une palette de services qui est très rare à l'échelle internationale. Comment ne pas noter également le poids très important des géants du BTP ? Vinci ou Bouygues, pour ne citer que ces deux groupes, sont habitués aux grands travaux. Ils ont aussi la taille critique et les appuis financiers indispensables pour décrocher des contrats sur tous les continents. Si les multinationales françaises portent autant l'empreinte de leur territoire d'origine, c'est aussi, en grande partie, en raison de leur lien historique avec l'État. Bien entendu, l'heure n'est plus, heureusement, au pilotage direct de nos fleurons par les grands commis de l'État. Les points de rencontre sont pourtant nombreux. Et, la plupart du temps, ce sont des rencontres qui sont nécessaires. En clair, sans l'appui ou l'impulsion de l'État, la France compterait moins de multinationales. Surtout, celles-ci seraient bien moins puissantes. Dans notre analyse, nous avons distingué 4 types de liens qui unissent l'État et ses grandes entreprises. Premier lien, l'État protecteur et négociateur. On glose souvent sur les visites officielles des chefs d'État à l'étranger pour signer des contrats prestigieux. Cela n'est souvent que de la mise en scène où l'État paraphe en réalité des contrats préparés de longue date, à découvert ou en coulisses pour protéger les desseins de ces plus grands groupes. Le cas le plus emblématique est bien entendu celui d'EADS. L'État fait son maximum pour préserver l'équilibre face à l'Allemagne. L'enjeu est crucial. Il s'agit en effet de ne pas perdre son influence dans une industrie qui est indispensable pour une bonne partie de notre tissu économique et en particulier pour le sud-ouest de la France. Deuxième lien, c'est l'État qui est stratège. C'est ce qu'illustrent les exemples d'EDF ou de France Télécom. L'État les a mis à l'abri de la concurrence pendant de longues années. Il leur a ensuite permis de bénéficier de leurs atouts pour se lancer à l'abordage de l'international. Désormais géants mondiaux,
Ces deux groupes restent néanmoins profondément ancrés dans l'économie française. Troisième lien, c'est celui de l'État régulateur. Certains secteurs n'existeraient pas si l'État français n'avait pas mis en place les moyens de leur apparition. C'est assurément le cas des services collectifs où la France compte des géants comme Veolia ou GDF Suez. La spécificité française de la délégation de services publics permet aujourd'hui à ces entreprises d'exporter leurs connaissances sur tous les continents. Quatrième lien, l'État pompier. À plusieurs reprises, la France est intervenue pour sauver ses fleurons. Par exemple, pendant la crise de 2008-2009, la puissance publique est intervenue pour éviter à l'ensemble de la filière automobile de se disloquer. La décision de venir à la rescousse de PSA et Renault a été rapide. Tout aussi décisive a été l'intervention de Bercy pour sauver Alstom d'une disparition quasi certaine au début de la dernière décennie. Ces interventions sont importantes car elles illustrent combien le sauvetage des multinationales, avant d'être un choix politique, est souvent un impératif économique. À cet égard, l'exemple de Péchinet est emblématique. Objet d'une OPA d'Alcan en 2003, le groupe a été rapidement démantelé et avec lui, tout le tissu industriel connexe s'est effiloché. Aujourd'hui, la filière de l'aluminium emploie moins de 3600 personnes en France. En 1970, Péchinet en employait 100 000. L'exemple n'est pas isolé. La reprise d'Arcelor par Mittal a porté un coup à la filière de l'acier en France. Or, le passage d'une multinationale sous pavillon étranger n'a pas simplement pour conséquence une blessure narcissique née d'un esprit cocardier mal placé. J'y vois deux conséquences particulièrement négatives. La première, c'est la perte à terme de centres de production, en particulier dans l'industrie. Certains ont voulu nous faire croire que nous étions passés à l'ère post-industrielle. On s'est imaginé que le modèle de l'entreprise sans usine était viable. Force est de constater que c'est faux. Aujourd'hui, dans la sphère marchande, 30% de la valeur ajoutée provient de l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, les grands groupes assurent une bonne partie de notre commerce extérieur. Aujourd'hui encore, l'essentiel de nos efforts privés de recherche et de développement repose sur les épaules de l'industrie. Encore nous faut-il avoir des groupes puissants, capables d'assumer les coûts faramineux que cela implique. Surtout, nous avons encore besoin de sites industriels sur notre territoire. Dès lors, conserver des multinationales battant pavillon français reste encore le meilleur moyen. Car, répétons-le, la nationalité d'une entreprise détermine souvent le choix du lieu de production. Prenons le cas de l'automobile. Lorsqu'au début de la décennie, le groupe PSA Peugeot Citroën a décidé de fermer une usine en Europe, il s'est d'abord tourné vers le site de Ryton dans les Midlands au Royaume-Uni. Sans doute que la question de la structure de coûts était importante. Sans doute également qu'il était politiquement et socialement beaucoup plus facile de fermer une usine à l'étranger plutôt qu'en France. Un groupe étranger aura logiquement et forcément beaucoup moins d'état d'âme. C'est également sous cet aspect qu'on peut analyser la volonté de Renault de conserver ses unités de production à Flins ou encore à Sandouville. Une fermeture de ces sites emblématiques serait très difficile à assumer pour la marque aux losanges. La deuxième conséquence négative du passage d'une multinationale sous pavillon étranger est la disparition pure et simple de son siège social. Et c'est tout aussi important que celle des centres de production. La perte du siège, c'est aussi rapidement la perte des services de conception, de design, de marketing, voire de communication. Bref, ce sont des emplois à très forte valeur ajoutée qui sont alors voués à quitter l'Hexagone. Cette déperdition dépasse d'ailleurs le seul périmètre du groupe. Les multinationales font vivre tout un écosystème de services aux entreprises. Alors, ça va du cabinet de conseil, aux avocats, aux experts comptables, ça va même jusqu'aux études économiques. Au fond, nos grands groupes participent à la structuration du tissu économique de la France. Et c'est bien dans ce sens qu'ils jouent un rôle qui est absolument essentiel.
Je vais prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans le pneumatique, par exemple, on peut avancer sans se tromper que le secteur aurait tout bonnement disparu sans la présence ô combien rassurante d'un Michelin. L'entreprise emploie au total 69% de l'ensemble du personnel de cette industrie en France. Sur le plan régional, Michelin joue aussi un rôle qui est absolument prépondérant. À l'instar d'un EADS pour la région Midi-Pyrénées, Michelin est bien le poumon économique de l'Auvergne. Autre exemple, celui du secteur du gaz industriel qui aurait pu disparaître faute d'un leader fort avec Air Liquide, qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial. Au total, le groupe représente environ 80% du chiffre d'affaires sectoriel, et c'est autant en termes d'emploi. À écouter ces arguments, le débat serait entendu. Les multinationales seraient l'expression la plus parfaite du capitalisme français, jouant toujours et partout un rôle positif dans notre quête d'expansion économique. La réalité est forcément bien plus complexe. Certaines de nos spécificités peuvent aussi révéler les faiblesses de nos modalités de croissance. La prépondérance des grands distributeurs en est un bel exemple. Avec un modèle économique qui fait la part belle à la consommation des ménages, quoi de plus normal que la France ait vu naître sur son sol le concept de l'hypermarché. Aujourd'hui, les hyper et les supermarchés représentent près des 2/3 des ventes de produits alimentaires en France. Et avec Carrefour, le pays peut se prévaloir de disposer sur son sol du 2e distributeur mondial, devancé simplement par le tout-puissant Walmart. La France compte également des acteurs d'envergure avec Auchan, Leclerc, les Mousquetaires ou encore Casino. Cette structuration de l'offre s'est forcément faite aux dépens du commerce indépendant. En 30 ans, le nombre de boucheries en France a été divisé par 3 et celui des petites épiceries par 6. Cette situation, visible par les consommateurs, est somme toute logique. En revanche, ce qui est moins souvent analysé, ce sont les conséquences de cette hypertrophie de la grande distribution sur la situation des secteurs fournisseurs. De fait, les grands distributeurs se sont fait fort de vendre toujours plus à des prix toujours plus bas. Pour s'approvisionner en masse et à bas prix, il a fallu faire appel au grand large, fragilisant des pans entiers de l'industrie française. Ce dont témoigne d'ailleurs la descente aux enfers des biens de consommation. De l'habillement à l'électronique grand public, en passant par le meuble, ces secteurs sont effondrés au cours des 20 dernières années parce qu'elles ont été incapables de rivaliser avec l'offre provenant des pays émergents. Le problème, c'est que la lame de fond ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, l'alimentaire est à son tour attaqué, concurrencé qu'il est par nos voisins allemands et néerlandais. Bien entendu, la France reste une vaste terre agricole. Mais, à l'exception notable de Danone et de Pernod Ricard, aucun groupe d'origine française ne s'est réellement imposé sur la scène internationale. Le tissu de l'industrie agroalimentaire reste très fragmenté. Alors, hors de nos frontières, l'heure est à la concentration avec tout ce que cela implique en termes de capacité d'investissement et de recherche et développement. Au fond, un de nos points forts traditionnels se retrouve aujourd'hui franchement affaibli. Si les multinationales ont très souvent mauvaise presse, c'est surtout à cause du spectre des délocalisations. Les fermetures d'usines sont très souvent mises en avant dans les médias. Et la faiblesse des salaires dans les zones émergentes alimente bien des fantasmes. Il est vrai que la question paraît sans équivoque. Quel intérêt pour une entreprise aujourd'hui de produire en France quand elle peut disposer d'une main-d'œuvre abondante et à bas prix à l'Est? C'est un constat implacable. C'est aussi un constat qui est essentiellement faux. Faux parce que la majorité écrasante des flux d'investissements directs étrangers de la France sont à destination non pas des pays émergents, mais des économies avancées de l'OCDE. C'est surtout un constat faux parce que les investissements étrangers des grandes entreprises françaises visent d'abord à
faciliter l'accès de la firme à un marché étranger où les perspectives de croissance sont plus fortes. En d'autres termes, nos multinationales s'implantent à l'étranger pour se rapprocher des marchés les plus dynamiques et non pour remplacer leur activité domestique et pour vendre en France. Cette propension à aller chercher la croissance là où elle se trouve constitue, à bien y regarder, une des conséquences logiques de notre modèle de croissance. Les secteurs où les entreprises françaises sont particulièrement puissantes sont ceux où le Made in France est davantage un savoir-faire qu'une production matérielle. C'est le cas de la banque et de l'assurance, où la France compte des acteurs de premier plan, comme AXA, BNP Paribas ou encore Société Générale. C'est le cas du BTP, avec Bouygues et des services collectifs où les facultés à coordonner des projets complexes et à maîtriser des montages financiers compliqués sont mises en avant. Or, dans tous ces domaines, le savoir-faire peut s'exporter, mais la production, elle doit être locale. C'est en quelque sorte le prix à payer de cette spécificité vraiment française d'une gestion pointue de l'immatériel. L'immatériel se reflète dans les métiers de nos multinationales, mais aussi dans leur modalité de croissance. Ainsi, pour aller chercher la croissance là où elle se trouve, les grands groupes français recourent le plus souvent à la croissance externe. Cela est facilité par la structure de l'actionnariat, qui est moins souvent familiale qu'en Allemagne, mais aussi par cette habitude des mécanos financiers qui sont d'une sophistication extrême. Que l'on songe donc à Sanofi-Aventis, aujourd'hui 3e groupe pharmaceutique mondial et fruit de l'imbrication de 5 grands groupes et de dizaines de laboratoires dans une entité unique. Et notre champion national ne compte pas s'arrêter là, puisque Sanofi-Aventis ne désespère pas d'arriver enfin à acquérir l'américain Genzyme. Les exemples ne manquent pas dans d'autres secteurs. Dans le luxe, LVMH, construit à coup de fusion et d'acquisition, ne verrait pas d'un mauvais œil un rapprochement avec Hermès. Il ne fait absolument aucun doute qu'avec ces multinationales, la France dispose d'un atout de poids dans cette nouvelle ère économique qui s'est ouverte avec la crise. Puissante, nombreuse, leader sur de nombreux marchés, celle-ci constitue une force de frappe impressionnante. Encore faut-il savoir et pouvoir les mettre au service de l'économie française tout entière. Bien entendu, il y a des failles. Bien entendu, elles peuvent exercer une pression trop forte sur leurs fournisseurs en amont et sur leurs clients en aval. Bien entendu, elles ont souvent l'œil davantage rivé vers le grand large que sur leur territoire d'origine. Bien entendu, elles préfèrent souvent acheter une autre entreprise plutôt que de se développer par simple croissance organique. Mais lorsqu'elles disparaissent, on réalise enfin combien elles comptaient. Faute d'Arcelor et de Pechiney, les industries de l'acier et de l'aluminium déclinent. Le grand défi de ces prochaines années sera donc de savoir comment transformer ces porte-drapeaux en véritables porte-avions. Des porte-avions capables d'entraîner dans leur sillage l'ensemble du tissu économique français en respectant la nécessaire liberté d'entreprendre. Plus que jamais, c'est une nécessité pour retrouver une croissance économique plus forte et surtout plus équilibrée.